Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc, les gens qui s'intéressent à la politique internationale vous connaissent très bien. Vous êtes professeur à Sciences Po et au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. Vous êtes un spécialiste de la politique et des relations internationales, et notamment du Proche et du Moyen-Orient. Et je vais d'abord essayer de clarifier le sujet que nous vous avons proposé, qui a un titre un peu mystérieux, mais pas si mystérieux que ça. Finalement, le sujet, c'est « Sommes-nous gouvernés par des fous ?» et si oui, pourquoi? Et donc l'idée, le constat, c'est qu'il y a toute une série de personnalités qui sont, pour une partie d'entre elles, fantasques, d'autres qui sont à la limite de l'escroquerie, certains qui sont violents, qui ont des propos qui les auraient disqualifiés pour diriger un pays et être élus, arrivés au pouvoir il y a 25 ou 30 ans, et qui, dans un certain nombre de pays, sont arrivés au pouvoir. Alors on peut citer Berlusconi, qui est arrivé au pouvoir il y a 23 ans maintenant, en 1996, une première fois. Bien entendu Donald Trump, mais il y a des personnages beaucoup plus inquiétants, comme Duterte aux Philippines, qui dit qu'il balance les trafics en drogue, qu'il le fait lui-même d'ailleurs depuis un hélicoptère, un peu comme des crevettes Bijard en quelque sorte. Bolsonaro au Brésil, qui tient des propos qui sont inouïs. Et la question est-ce que ce mouvement va... D'abord, comment vous interprétez que des gens de ce type-là, qui auraient été disqualifiés il y a 25 ans, arrivent au pouvoir? Et est-ce que vous pensez que ce mouvement est en train de se mondialiser? Alors c'est très difficile comme question parce que justement c'est une bonne question. C'est une bonne question qui est un peu taboue, c'est-à-dire on n'ose pas l'aborder de la sorte, et je vous félicite de l'avoir fait, mais il y a incontestablement, je dirais, une médiocrisation de la classe politique et un peu partout dans le monde, et en particulier au sein des vieilles puissances, de celles qui autrefois gouvernaient le monde et qui aujourd'hui répugnent à le partager avec les nouveaux, les émergents, les pays du Sud. Derrière cette médiocrisation, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Vous savez, en politique, dans des questions de société, il n'y a jamais une cause, une explication. Il y a d'abord, je dirais, le progrès fulgurant du marketing politique. C'est-à-dire, on vote sur des têtes, on vote sur des allures, on vote sur des postures, beaucoup plus que sur des programmes. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a d'abord l'effondrement des idéologies et du débat politique. Nous sommes dans une société où on ne débat plus. Et il y a aussi l'effet télévision, l'effet médiatique, où l'image l'emporte sur le fond et sur les idées. Et effectivement, un personnage qui, pendant sa campagne, apparaît sous le jour du provocateur, sous le jour aussi de la parfaite franchise, avec l'apparence d'une identification à l'électeur moyen qui se comporte comme lui, comme on pourrait se comporter au bistrot ou dans la rue. Tout ceci est une prime aujourd'hui, et est une prime qui fait la réussite du candidat. Puis, il y a un deuxième facteur qui nous met peut-être au centre du malaise actuel, de ce que mon maître Émile Durkheim appellerait la pathologie de nos sociétés, c'est la défiance qu'il y a dans le monde actuel pour les institutions, qui explique notamment cette vague populiste qui est particulièrement forte un peu partout dans le monde. Défiance à l'égard des institutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit plus aux médiations politiques et qu'on veut, au-delà des institutions que l'on n'aime pas, auxquelles on ne s'identifie plus, on recherche la personnalité, le chef, le leader charismatique. Et celui-ci va d'autant mieux réussir qu'il va justement se distinguer de ces institutions. Regardez Donald Trump. Donald Trump a orienté toute sa campagne électorale en critiquant Hillary Clinton, sa challenger, en lui reprochant d'être l'establishment, c'est-à-dire d'incarner cette histoire institutionnelle américaine. Et tout son jeu a été de se présenter à ses électeurs comme étant l'incarnation de l'américain moyen, avec ses coups de gueule, avec ses références, sa façon de parler, sa façon de tweeter, et ça lui a valu de gagner, même si, comme vous le savez, sa victoire électorale était une victoire relative, en tout cas sur le plan arithmétique. Tout ça pour dire qu'effectivement apparaît une classe politique nouvelle, moins institutionnalisée, moins intellectualisée, plus proche de l'électeur lambda et qui essaye de se distinguer
à travers une façon directe et brutale de s'exprimer. Ça va du « casse-toi, pauvre con » à traiter le pape François de fils de pute, comme l'a fait monsieur Duterte. Et est-ce que vous pensez, on a l'impression qu'il y a 40 ans, les gens votaient pour des dirigeants dont ils pensaient qu'ils leur étaient supérieurs intellectuellement, et on a l'impression que les gens aujourd'hui votent pour des candidats qui leur ressemblent en fait. Hein. Ça va un peu avec les réseaux sociaux. Moi aussi j'ai le droit de parler, moi, etc. Et du coup, ceux qui paraissent trop intellectuels sont écartés et on choisit des gens qui nous ressemblent un peu, qui ressemblent aux conducteurs de bus, aux gens de tous les jours. Absolument, absolument, et je crois que ça reflète très exactement ces deux causes que j'ai essayé, ces deux facteurs plus exactement que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est-à-dire d'une part l'effet d'image, et pas d'effet d'image lorsqu'il n'y avait pas de télévision, lorsque les élections se faisaient uniquement sur la foi d'une affiche placardée sur les panneaux électoraux. Donc l'effet d'image prend de l'importance, et cette espèce de défiance à l'égard, en même temps, des institutions, de l'élite, de l'establishment, qui devient effectivement déterminant des comportements sociaux. Ça, c'est nouveau, ça, c'est dangereux d'un certain point de vue, parce que derrière tout cela, eh bien, il y a un déni de démocratie. On ne peut pas bâtir la politique d'un pays sur un visage, ou sur une formule, ou sur un tweet. On ne peut construire cette politique qu'à travers un débat d'idées. Et c'est ce débat d'idées qui, effectivement, s'effiloche. La France est nostalgique du général de Gaulle. Hein. Il ne se passe pas une semaine sans que dans les radios, etc., on cite le général de Gaulle, on voit des documentaires. Et quand on voit la suite des présidents de la République, depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression d'un déclin et d'une baisse de niveau des dirigeants. Et je pense pas... Macron tranche un peu, puisque on a surtout eu deux quinquennats très difficiles. Alors, je parle pour moi-même, vous allez me dire ce que vous en pensez. Nicolas Sarkozy, dont on s'est rendu compte qu'il a tromperie sur la marchandise, cet homme n'est pas fait pour être président de la République. Vous citiez « casse-toi, pauvre con », avec Carla, c'est du sérieux, etc., etc. Et ensuite François Hollande, qui est arrivé au pouvoir par effraction, d'une certaine façon, parce que les Français voulaient remercier Nicolas Sarkozy. Or, la France n'a pas encore de fou. Elle n'a pas l'équivalent d'un Bolsonaro. Mais en même temps, si j'ose dire, le président de la République actuelle n'a personne en face de lui. On voit bien que face à Emmanuel Macron, la droite ne peut présenter que le trio Hortefeux, Morano et Wauquiez. Et là aussi, on retombe un peu sur du Sarkozy et sur des gens dont on se demande ce qu'ils font là et est-ce qu'ils peuvent diriger la droite classique, la droite bourgeoise. Et à gauche, le Parti socialiste s'est effondré dans les sondages. Et comment analysez-vous de ce point de vue-là la situation de la France ? Alors d'abord, vous avez raison de noter cette évolution. Moi je pense que le décrochage il s'est fait avec l'élection de Jacques Chirac. C'est-à-dire Jacques Chirac a introduit un nouveau style en politique qui n'était pas construit autour du débat d'idées, alors que toutes les élections présidentielles précédentes l'avaient été. Quand il y avait le duel Mitterrand-Giscard d'Estaing, on voyait bien le duel de deux conceptions de la société et du politique. Et si on remonte plus haut, on les retrouve également. Avec Jacques Chirac, on a vu une sorte de succès d'année du radicalisme ou du radical-socialisme français et un discours qui déjà s'émancipait de ces grands débats que je désignais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jacques Chirac a été élu en 1995 et 1995, c'est la première élection présidentielle en France post-bipolaire, c'est-à-dire après l'effondrement du mur. Donc dans ce nouveau monde qui se caractérisait par l'effondrement du débat d'idées. Et là, la corrélation me paraît assez forte. Vous remarquez aussi une chose importante, mais que je généraliserai, c'est que la plupart des présidents ont été élus en France par défaut. C'est-à-dire, vous disiez que, par effraction, le terme est peut-être un peu fort, que François Hollande a été élu parce qu'on ne voulait pas de Nicolas Sarkozy. C'est vrai, mais Nicolas Sarkozy a été élu parce qu'on ne voulait pas de Ségolène Royal. Et Jacques Chirac a obtenu un deuxième mandat
en 2002 parce qu'on ne voulait pas de Jean-Marie Le Pen qui était son challenger du deuxième tour. Et si Emmanuel Macron a été élu président avec un score confortable, c'est parce qu'on ne voulait pas de Marine Le Pen. Ça fait quand même une succession redoutable d'élections par défaut. Et il n'y a rien de tel qu'une élection par défaut pour détourner de la politique et du vote nos concitoyens. Quand ça se répète de manière presque, même pas presque, totalement systématique depuis 2002, alors effectivement, on a affaire à une véritable crise de la démocratie. Alors, crise de la démocratie, un nouveau concept apparaît qui est cité à tout bout de champ, mais qui est rarement défini, c'est celui de démocratie illibérale ou d'illibéralisme. Auriez-vous vous-même une définition de ce concept ? Le concept a été forgé justement au lendemain de la chute du mur pour distinguer ces régimes politiques qui n'étaient ni franchement autoritaires, parce qu'il y avait des élections plus ou moins compétitives, ni réellement libres, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois le pluralisme limité. Le pluralisme limité est devenu la démocratie libérale pour introduire deux concepts en même temps. D'abord, ce caractère un peu fragile, limite, de l'exercice démocratique, disons encadré, et puis deuxièmement aussi, et c'est peut-être plus dangereux, pour exprimer cette demande sociale d'autorité. Et cette demande sociale d'autorité, c'est un des préliminaires de cette vague populiste que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire le sentiment que les institutions ne sont pas suffisamment fortes pour protéger véritablement le citoyen de toutes les menaces qui pèsent sur lui. Et donc il y a un appel spontané à l'ordre, à la discipline et à l'autoritarisme, considérant que la démocratie est un régime politique trop faible et que la faiblesse de la démocratie fait non seulement sa fragilité, mais crée la menace et le danger pour les gouverner. Et effectivement, à mesure qu'a été inventé ce concept, on le voit faire école dans des contextes très différents, d'abord aux marges des vieilles puissances, c'est-à-dire des puissances émergentes qui se caractérisent, telle la Turquie de M. Erdogan, par des élections. On ne peut pas dire que ce soit un régime dictatorial, mais des élections qui ne sont pas très institutionnalisées, disons, pour employer un terme prudent, et puis qui se traduisent ensuite par un gouvernement qui met en liberté surveillée les droits fondamentaux. Et là, on retrouve un peu pour la France, parce que ce mouvement d'illibéralisme, on voit qu'il se déplace vers l'ouest actuellement, avec l'Italie, qui rentre quelque part. Alors, elle avait eu Berlusconi, qui était déjà un premier avatar de l'illibéralisme. En Grande-Bretagne, quand on parle du risque de social unrest, si on revient sur le Brexit, ça signifie clairement que la violence peut s'emparer de la rue, c'est la menace qu'avancent les opposants à un nouveau référendum. La France paraît vaccinée, peut-être parce que précisément il y a cette médiocrisation. Marine Le Pen, qui est celle qui aurait pu représenter ce mouvement, a montré son incompétence lors du débat présidentiel, et puis elle continue, là elle s'est encore trompée sur le SMIC horaire, et on ne sent pas de mouvement de leadership illibéral en France, non ? Vous savez, je suis un petit peu gêné par l'usage de ce terme. J'ai joué le jeu en prenant la balle au bond et en trouvant effectivement dans ce mot les significations que l'on peut lui prêter pour comprendre un certain nombre de choses, mais il ne me satisfait pas fondamentalement parce que d'abord, il renvoie à des situations extraordinairement diverses. Orban, Duterte, Erdogan ou Kagame, ce n'est pas exactement la même chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout parce que parler directement de démocratie libérale, c'est faire l'économie de réfléchir sur le contexte qui favorise sa montée, qui est le contexte populiste. La vraie question, c'est le populisme. Et derrière ce populisme, il faut voir un phénomène universel. Je ne connais pas de pays, y compris la France, qui soit véritablement vacciné, pour reprendre votre terme, ou immunisé face aux risques populistes. C'est quand même un pays où Madame Le Pen dit être le principal parti d'opposition, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai à proprement parler, mais qui peut évoquer un certain nombre de choses, liées notamment au fait qu'elle a été au second tour. Le Front National a été, en l'espace de moins de 20 ans, 2 fois finaliste
au second tour de l'élection présidentielle, par le père et par la fille d'ailleurs, et peut-être qu'au prochain coup, ça sera par la nièce. Donc dire que la France est immunisée, c'est peut-être aller vite en besogne d'optimisme. Vous avez raison, Marine Le Pen a perdu parce que la télévision a permis de montrer son incompétence, elle a perdu parce que, je dirais, l'inanité de son programme était quand même trop visible, mais elle est potentiellement en situation de gagner, notamment si le système présent vient à s'effondrer. Le Front National est une PME familiale, non, finalement? C'est ce que vous venez de dire. Ça fait partie, justement, des logiques populistes. Dans le populisme, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de médiation institutionnelle et il y a toujours une très forte patrimonialisation. Et regardez le populisme en Argentine du temps de Perón, c'était aussi une affaire de famille. Et vous trouvez dans beaucoup de régimes installés ce népotisme au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui consiste à mettre ses propres descendants en situation de prendre la succession. Alors vous parlez de populisme, une expression revient également sans cesse dans les médias, qui est souvent d'ailleurs reprise par Alain Finkielkraut, qui est l'expression des petits blancs. Donc, et qui fait référence bien sûr à, si ce n'est l'effondrement, du moins la fragilisation de la classe moyenne. Donc ces petits blancs qui se retrouvent juste au-dessus du niveau des dépenses incompressibles, pour dire les choses, se sentent dépossédés de leur dignité d'une certaine façon, de leur pays, puisqu'il y a aussi la question des migrations dont on parlera tout à l'heure. Et donc ils se révoltent contre les élites qui sont jugées comme profitant du système et multipliant les revenus, etc. Est-ce que vous pensez que d'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a réellement un effondrement des classes moyennes, disons en Occident pour faire large, et que cette fragilisation des classes moyennes explique cette montée du concept du libéralisme et du populisme? Oui, c'est un paramètre extrêmement important. Vous savez que des travaux très précis ont été faits à ce sujet. Je pense au travail fait par cet économiste réputé qui a publié ce livre sur les inégalités mondiales, Milan Brankovic. Ce travail montre qu'avec la mondialisation, les grands perdants, ce sont les classes moyennes occidentales, c'est-à-dire les classes moyennes des vieilles puissances. Les gagnants de la mondialisation, ce sont les classes moyennes asiatiques, celles des puissances émergentes qui ont profité de la mondialisation, et ce centile de la population la plus riche, c'est-à-dire ce 1% qui représente en quelque sorte la fraction la plus dotée du monde actuel. Les classes moyennes, elles, ont objectivement trinqué. Ça, c'est déjà un élément important, c'est-à-dire que ces classes moyennes viennent à se rétrécir, la partie inférieure des classes moyennes étant en chute libre dans la structure sociale des anciennes puissances, et d'une façon générale, les revenus moyens des classes moyennes occidentales viennent à diminuer. Ça, c'est établi, je dirais, presque scientifiquement, si tant est que l'on puisse employer ce terme. Mais il y a un élément qui aggrave le phénomène, c'est que la perception que les intéressés ont de leur situation est une perception encore aggravée par rapport à la réalité. Vous savez que dans le domaine politique, comme dans le domaine social, c'est le perçu qui compte, c'est la manière dont on se perçoit, dont on se voit. Et effectivement, tous les sondages qui sont faits sur les classes moyennes des vieilles puissances européennes et nord-américaines indiquent que celles-ci ressentent un profond malaise, sont persuadées que la mondialisation est venue sévèrement remettre en cause ce qu'ils n'appellent pas eux-mêmes leurs privilèges, mais en tous les cas qu'on peut considérer comme leur statut et leurs acquis. Et quand vous dites petit blanc, vous mettez le doigt sur l'élément peut-être le plus dramatique de cette situation, c'est ce qui se passe aux États-Unis et qui explique parfaitement l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que le petit blanc américain, pour reprendre un vocable qui est propre à la culture politique américaine, considère que les époques de prospérité sont derrière lui et qu'il est en situation de chute libre
par rapport à ce que connaissait la société américaine autrefois. Aggravé encore, et là le tableau devient complet par le fait que la société américaine est en passe de s'inverser, c'est-à-dire ce qu'on appelle le blanc aux États-Unis est en passe de devenir minoritaire. Donc se sent assiégé par ces catégories montantes que sont les populations hispaniques et noires. Tout ceci crée en même temps de la frustration, mais surtout aussi de la peur. On est objectivement dans un moment délicat de notre espace mondial où la peur de la mondialisation envahit à peu près toutes les catégories sociales, sauf les plus riches, des vieilles puissances et constitue l'élément structurant des comportements politiques, ce qui explique la vague populiste. Simplement, ce que l'on oublie de dire quand on fait ce diagnostic qui est en grande partie fondé, c'est que la mondialisation, c'est l'élargissement mécanique et inévitable de ce qu'était l'ancien monde à l'ensemble de la planète. Et quand vous élargissez un monde jusqu'à couvrir l'ensemble de la planète, vous êtes objectivement dans une situation de redistribution. C'est-à-dire que les vieilles puissances avaient en quelque sorte le monopole de la richesse, je dirais même le monopole du bonheur. Et ayant le monopole du bonheur, quand il a fallu se mondialiser, il a fallu un petit peu partager. Et on oublie de dire que la mondialisation apporte à toute une série de catégories nouvelles, maltraitées, dominées, marginalisées, oubliées, des avantages nouveaux. C'est vrai des classes moyennes asiatiques, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai aussi des pays les plus pauvres. Si les inégalités s'aggravent, c'est-à-dire l'écart entre les pauvres et les riches s'accroît, en revanche, les pauvres sont beaucoup moins pauvres. Simplement, les riches sont beaucoup plus riches. Mais les pauvres étant moins pauvres, ça veut dire que nous arrivons dans notre mondialisation actuelle à stabiliser le nombre de personnes scandaleusement élevées qui souffrent de la faim, mais qui, alors que la population mondiale doublait, n'a pas augmenté. C'est un élément positif. De même, effectivement, les maladies tropicales régressent, certaines maladies disparaissent, et tout ça, on le doit à la mondialisation. Donc, quand on fait le bilan, effectivement, il y a les privilégiés d'hier qui sont un peu moins privilégiés aujourd'hui. Ils en souffrent, ce qui se comprend très bien, ils en éprouvent de la frustration, et ça explique effectivement cette cristallisation populiste. Mais il faut apprendre à voir plus haut et à voir plus loin. Ce serait en tous les cas la responsabilité de vrais décideurs politiques. Alors, vous et moi, nous avons un âge où nous avons connu l'époque où on pouvait s'exprimer librement sans être jugé, sans avoir de procès, sans que les uns et les autres se jugent. On pouvait utiliser le mot « homme noir » sans être taxé de racisme. On pouvait parler du sexe et non du genre, parce que le genre c'est pour les objets, et pour les animaux, pour les êtres vivants et les êtres humains, on doit parler de sexe normalement, etc. etc. Et on a l'impression que la classe moyenne cherche à se libérer d'une pression économique, c'est ce qu'on vient de dire, mais qu'elle cherche aussi à se libérer d'une pression morale. C'est-à-dire que le politiquement correct qui s'est développé ces 30-35 dernières années a imposé une irruption de la morale dans la politique qui fait que chacun se juge, et cette pression, qui est une pression qui n'est pas physiquement mesurable, existe, on le voit bien, le nombre de procès est inouï. Les personnalités se font de procès. Par exemple, la diffamation, aujourd'hui, c'est du pénal. Ça ne l'était pas il n'y a pas si longtemps. On est mis en examen pour diffamation. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce que fait Trump, notamment, c'est d'avoir fait exploser cette notion de politiquement correct et de pression morale dans le pays qu'il avait inventé précisément, et que les populations, ces fameux petits blancs, ont envie de faire exploser cette sorte de carcan moral et de jugement permanent dans lequel ils ont été enfermés? Oui, mais justement, il ne faut pas tomber dans ce travers, c'est-à-dire la moralisation de la vie politique et du discours politique, je dirais d'ailleurs plus généralement de la vie sociale et du discours social. C'est un élément positif. Je veux dire que la femme en tant que femme soit respectée aujourd'hui, que le noir en tant que noir soit respecté aujourd'hui, c'est un progrès que personne sensible à la question des droits de l'homme ne pourrait remettre en cause. Simplement, il s'est produit quelque chose de terriblement banal en politique.
c'est l'instrumentalisation malveillante de causes bienveillantes. C'est-à-dire, le politiquement correct, si je puis me permettre cette tautologie, il est parfaitement correct, mais il a été dévoyé. Il a été dévoyé par des malins. Le fait, par exemple, que l'on critique Israël et qu'on soit traité d'antisémite, c'est l'exemple type du dévoiement. Ça en fait partie, ça fait partie mais de voilà, la pression morale. Mais voilà, et on pourrait ainsi continuer. Il faut, c'est la raison pour laquelle la règle numéro 1 dans l'action politique et l'action sociale, c'est de toujours garder une dimension critique des choses. Il ne faut jamais fétichiser les principes, il faut au contraire garder cet esprit critique qui permet de maintenir ces principes dans leur pureté originelle et dans l'esprit qu'on a voulu au départ leur donner. Le dévoiement des beaux principes, mais c'est l'histoire de notre humanité. Et effectivement, ces excès que vous désignez sont des excès qui ne sont pas dus à ces principes eux-mêmes, mais à la malveillance. Oui, mais la pression est mise par qui? La pression, elle est mise par des gens qui veulent effectivement détourner ces principes de manière à servir leur propre cause. Mais lorsque vous dites que la classe moyenne, je me méfierai ici de la notion de classe moyenne, veut s'en défaire, moi je veux bien, mais lorsqu'elle se libère, on l'entend, ce qui a été commun dans le mouvement des Gilets jaunes, s'exprimer en des termes extraordinairement agressifs et grossiers à l'égard des Juifs, à l'égard des immigrés, à l'égard de l'islam, bref, ceux qui veulent se libérer de cette tutelle du political correctness savent en même temps retomber dans les pires avanies du racisme et de l'antisémitisme. Donc il faut aussi savoir se surveiller. Mais c'est par défaut d'esprit critique que nous en sommes là. C'est-à-dire, nous ne savons plus dans nos sociétés dire non, là, vous outrepassez les principes qui ont été édictés, vous les dévoyez, peut-être même vous les prostituez. Et il faut donc revenir à l'idée originale qui les a fondés. L'idée originale, c'est quelque chose de très important, non seulement dans la démarche philosophique, mais dans la démarche humaine. C'est-à-dire, quel est le sens de notre vie? Quel est le sens qui a conduit à désigner l'antisémitisme comme l'un des pires fléaux? Quelle est la base qui a conduit à désigner l'islamophobie, l'arabophobie comme étant un des fléaux? Il faut revenir à cette base. On a le droit de critiquer les religions, non? Bien sûr, mais à partir du moment où la critique porte non pas sur le fait que ce soit une religion, c'est-à-dire ne porte pas non plus sur le risque d'humilier ceux qui sincèrement adhèrent à une foi, et on voit une certaine presse que je nommerai pas faire de la surenchère en ridiculisant l'islam ou le christianisme. Je ne pense pas que ce soit conforme au principe. Mais si, par exemple, dans le Coran ou dans la vie du prophète, il y a des actes qui choquent, comme par exemple l'égorgement des Juifs de Yatrib, qui est dans la vie du prophète, qui est un peu comme l'équivalent des actes des apôtres. Est-ce qu'on ne peut pas critiquer cela? C'est un texte sacré, et donc on n'aurait pas le droit de le critiquer ou... Mais bien sûr que si, on a le droit de le critiquer, mais à condition que cette critique porte véritablement sur l'objet qui fait débat, et non sur les gens, et non sur les personnes, et non surtout sur les ensembles. Parce que l'un des éléments les plus graves de ces dérives dont nous parlons, c'est lorsque l'on généralise à, par exemple, 1,5 milliard de musulmans, le jugement qu'on porte sur une formule ou sur le comportement d'une personne. Cette montée en généralité, c'est la base même d'une pensée qui a un nom, ça s'appelle le totalitarisme, c'est-à-dire juger un phénomène dans sa totalité. Eh bien non, le premier des respects que l'on doit à l'être humain, c'est celui de son individualité et le fait qu'il n'est pas solidaire de choses qui ont été écrites il y a 1500 ans ou qui ont été dites à des milliers de kilomètres de l'endroit où il réside.
Alors, cette irruption de la morale dans le politique, on l'a beaucoup rencontrée il y a 3 ans au moment de la crise des migrants, où on entendait beaucoup « j'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour mon pays », et de ne pas être d'accord. Oui, je le disais, d'ailleurs, voilà. J'ai honte pour mon pays, je continue d'ailleurs. Oui. Alors justement, et est-ce que vous ne pensez pas que la pression migratoire et la peur face au multiculturalisme est l'une des motivations et des explications du populisme et de la montée de l'illibéralisme? Est-ce que ce n'est pas l'une des causes directes? Je dirais certainement, pour aller peut-être dans votre sens, que le fait que des entrepreneurs politiques aient essayé de monter leur commerce en semant la peur et en lui donnant une dimension qui n'avait aucun rapport avec la réalité des choses, que l'on a créé cette vague populiste. Je disais tout à l'heure que l'un des éléments forts de notre agenda actuel, c'est la peur de la mondialisation. Et l'un des aspects de la peur de cette mondialisation, c'est la peur de la migration. Simplement, ce qu'on oublie de dire, c'est que cette peur de la migration, elle a été instillée par une propagande politique et qu'elle n'a strictement aucun rapport avec la réalité des choses. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la nature humaine, simplement, de dire je ne veux pas que des étrangers viennent s'installer. Un peu comme finalement lorsque le marxisme nie le droit de propriété, pour citer de nouveau le général de Gaulle qui citait tout le temps la nature, parce que c'est dans la nature des choses, c'est dans la nature de l'homme, etc. Est-ce que dans la nature de l'homme, il n'y ait pas le fait d'être attaché à son identité? D'abord, la stigmatisation de l'étranger, elle a été fort bien décrite par Fernand Reynaud dans son fameux sketch sur l'étranger. Et je pensais que Fernand Reynaud, lorsqu'il nous parlait de cette haine que dans un village on avait pour l'étranger qui y résidait, s'est terminé en drame, puisque l'étranger en a eu marre et est parti, et simplement, comme l'étranger était boulanger, plus personne n'avait de pain à manger. Donc cette haine de l'étranger, laissez-moi au XXIe siècle la mettre de côté dans les accessoires de l'irrationalité historique. Alors, c'est pas forcément une haine, hein. Je pense pas. Mais si, ça aboutit à une haine, ça aboutit à une haine. À partir du moment où on vous présente l'étranger comme étant un péril, on crée de la haine. Une haine modulée, bien sûr, mais une haine réelle et qui est doublement inacceptable. Elle est inacceptable parce que d'abord, elle fait totalement fi des souffrances réelles des populations en question. On oublie toujours une chose très simple, vous savez, c'est que c'est pas drôle d'être migrant, que c'est coûteux d'être migrant, que c'est un déchirement de quitter sa famille, sa terre, les sépultures de ses ancêtres, que c'est déchirant de prendre le risque de finir au fond de la Méditerranée comme l'ont fait 50 000 de nos semblables depuis le début de l'an 2000, que c'est coûteux de venir s'installer dans un pays où on sait qu'on ne sera pas aimé et bien accueilli. Donc, prenons d'abord en compte cette souffrance, qui est une souffrance humaine. Ce n'est pas une souffrance venue d'ailleurs, c'est une souffrance venue de chez nous, de notre terre. Et deuxièmement, c'est refuser tout simplement de définir les conditions dans lesquelles tout le monde pourrait tirer profit d'une juste gestion de la migration. Je ne dis pas qu'il faut totalement libérer la migration, d'ailleurs personne ne le dit à ma connaissance. Je dis en revanche qu'il faut penser à être de notre siècle et peut-être même de notre millénaire, c'est-à-dire à un moment de l'histoire où les populations vont de plus en plus bouger. Pourquoi les populations bougent de plus en plus? D'abord parce que c'est plus facile de communiquer, de se déplacer qu'il y a quelques siècles, mais aussi parce que, par les effets des progrès de la communication, les individus sont maintenant dotés d'un imaginaire mondialisé, c'est-à-dire ils voient les choses à l'échelle du monde et se réfèrent à cette mondialité. Et donc, ce phénomène ira en se développant à tel point que la migration, c'est l'avenir du monde. Le migrant est l'avenir du monde. Donc l'urgence, c'est pas de réprimer, parce que ça n'aboutit à rien. L'Europe a dépensé des milliards d'euros pour réprimer la migration, elle n'est parvenue à rien. Mais en revanche, on peut commencer une réflexion pour se demander comment faire en sorte que tout le monde ne s'en sorte pas trop mal, c'est-à-dire les sociétés de départ, les sociétés d'accueil et les migrants eux-mêmes,
il y a quantité de bénéfices que l'on peut retirer de la migration. L'identité, vous dites l'identité, mais l'identité, elle ne cesse dans l'histoire d'être en mutation. Mon identité aujourd'hui à Paris... Ça suppose que les gens se mélangent. Or, on voit... Mais les gens ne cessent de se mélanger. Vous croyez que lorsque s'est créé le royaume de France, il n'y a pas eu des mélanges et des mélanges qui ont été source de tensions entre les diverses provinces de France? Vous croyez véritablement que notre société française est une société où l'arbre généalogique de chacun reste enfermé dans le même territoire national? Mais non, nous sommes au contraire dans une logique où les identités se recomposent, ce qui est le plus beau gage de liberté. C'est-à-dire que j'ai prise sur mon identité, elle ne m'est pas imposée, c'est moi qui, tous les jours, redéfinis mon identité, l'ajuste aux changements qui s'opèrent dans mon environnement, mais aussi aux changements qui s'opèrent en moi-même, parce que mes expériences se diversifient, parce que j'ai contact avec d'autres cultures, j'apprends de ces autres cultures, je m'enrichis de ces autres cultures, et croyez-vous, prenons notre culture nationale, vous croyez qu'elle s'est développée en vase clos? Vous croyez que ni notre littérature, ni notre peinture, ni notre philosophie, ni notre architecture n'a subi aucune influence venue d'ailleurs? Mais tout ça, ce sont des mythes que l'on agite pour obtenir en échange des bulletins de vote. C'est une forme d'escroquerie politique. Alors, on entend aussi souvent une expression que je vous livre, le multiculturalisme, c'est la guerre. Or, si on regarde l'histoire dans une dynamique de ces 50 dernières années, à part la Suisse, qui est davantage un coffre-fort qu'un pays, effectivement, tous les pays qui étaient multiculturels... Dites pas ça de nos amis suisses. On finit ou sont en guerre civile, donc le Soudan, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, le Cameroun, mais également bien sûr en Europe, l'Irlande, qui a 47 ans de conflit, la Yougoslavie, où on parlait la même langue tout de même, sauf que certains étaient orthodoxes et d'autres étaient, si on prend les seuls Serbes et Croates, et d'autres étaient catholiques, et ça a suffi pour créer les violences qu'on a connues dans les années 90. Qui sait ce qui se passerait en Catalogne s'il n'y avait l'Europe actuellement? Et est-ce que vous pensez qu'il est dans la nature des civilisations de s'exclure les unes des autres et qu'elles sont quelque part programmées pour ça, pour que l'humanité peuple toute la Terre? Est-ce que le multiculturalisme nécessairement aboutit à des frictions qui finissent par des conflits? Vous pourriez me définir ce que c'est que le multiculturalisme? Parce que c'est un mot que je ne comprends pas. C'est soit ne pas parler la même langue, soit ne pas avoir la même religion. Et soit les deux. Si on regarde les conflits... Vous connaissez un pays qui fasse exception à cela? C'est-à-dire qui soit monoculturaliste, c'est-à-dire où tout le monde a la même religion et tout le monde parle la même langue? Alors pas tout le monde, mais après là... Ah alors, on commence à entrer dans l'incertitude. Hein. Il faut quand même être sérieux. Vous savez, ce sont des termes guillotines, c'est-à-dire qui viennent, lorsqu'on les utilise, comme frapper et mutiler la réalité sociale. Il faut faire très attention. Il y a une diversité culturelle, il y a une pluralité culturelle, j'aime mieux parler de ça, éviter le isme en question, qui tend de plus en plus à se développer, qui se traduit par des logiques de coexistence, mais aussi des logiques d'échange, mais aussi des logiques d'enrichissement réciproque, des logiques de transformation. Regardez une société comme la société française, nul ne peut contester qu'elle a été, qu'elle s'est réalisée et épanouie au contact de chrétiens, bien sûr, mais de juifs, qui ont joué un rôle très important dans notre histoire, et de musulmans, qui pèsent de plus en plus dans l'évolution de la société française. Bien, ça, ce n'est pas du multiculturalisme que je ne saurais définir, à part sa vertu de claquer au vent. C'est tout simplement de la pluralité culturelle. Cette pluralité culturelle, elle doit, comme tous les phénomènes sociaux, être gérée, elle doit être encadrée, elle doit être, même s'il faut, régulée, mais en aucun cas on peut décréter sa suppression, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on est dans l'épuration ethnique où
si on est encore moins aimable, dans le génocide. Donc faisons très attention. Dans la guerre civile, puisque... Oui, oh, peut-être, oui. Qui a fini en épuration, comme en Yougoslavie, par exemple. Bon. Mais ne dites pas que toutes les sociétés, alors multiculturalistes, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ne dites pas que les sociétés dotées de pluralité culturelle finissent à la guerre civile. Statistiquement, malheureusement, il y en a beaucoup. Ah bon? Ah bon? J'aimerais savoir d'où vous tirez vos statistiques. Alors, vous voyagez beaucoup, donc vous constatez, notamment dans le monde musulman, arabe, perse, vous êtes vous-même d'origine perse. Partout, j'ai voyagé partout, j'ai visité au jour d'aujourd'hui 107 pays du monde. Alors vous avez noté que dans de nombreuses civilisations, du rôle très important que joue la religion, comme un aspect normatif qui vient, la vie quotidienne baigne dans la religion. C'est vrai dans les pays musulmans, mais c'est vrai aussi en Amérique du Nord, où on voit à quel point les sectes évangélistes et le protestantisme, de façon générale, se portent très bien. Et il y a une religion qui s'effondre, c'est la religion catholique. Elle s'effondre au niveau de la pratique, elle s'effondre parce que plus personne ne veut devenir prêtre, elle s'effondre parce qu'au niveau le plus élevé, on voit les abus qui ont été faits pendant des années et la complicité de ceux qui assurent la direction de cette religion. Comment expliquer? On a l'impression que plus personne ne croit dans le dogme catholique. Comment expliquez-vous cette évaporation de la religion catholique, qui n'est pas vrai qu'en France, on la voit en Amérique on voit cette évaporation en Amérique du Sud, même en Italie. Je trouve que les termes que vous employez sont forts et, si vous me permettez, excessifs. Quand vous dites « plus personne ne… » C'est une exagération, c'est vrai. Voilà, donc merci de cette autocritique. Je n'irai pas jusque-là et surtout je n'isolerai pas le catholicisme, ni le christianisme en général. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Elles sont beaucoup plus compliquées parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui jouent en même temps. Il y a ce phénomène de reflux du religieux dans un monde positiviste, qui a fait des exceptions. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder. Et cette exception, c'est celle de situations sociales dans lesquelles la faiblesse ou l'incapacité des institutions politiques à donner en quelque sorte champ libre aux religions pour tout couvrir. Et c'est vrai que la crise institutionnelle, la crise d'autorité, la crise sociale qu'a eu à affronter le monde musulman s'est traduit par effectivement un usage renforcé de l'islam, non seulement comme religion stricto sensu, mais comme structure sociale et même comme structure politique. C'est vrai que l'hindouisme a pu connaître un devenir parallèle et le judaïsme aussi. Le bouddhisme, c'est déjà beaucoup plus incertain. Le christianisme orthodoxe, c'est aussi beaucoup plus contradictoire. Et c'est vrai que le christianisme romain a eu à affronter, je dirais, le corps de ces sociétés les plus institutionnalisées. Vous savez, il y a une corrélation entre le développement de l'État et le christianisme romain. L'État s'est surtout développé là où était fort le christianisme romain. D'ailleurs, l'État a souvent été présenté à juste titre comme la projection politique du christianisme romain. Et du coup, effectivement, il y a eu un phénomène de substitution, et ce phénomène de substitution, il a eu un mot, ça a été la laïcité ou plus généralement la sécularisation. Il y a des facteurs qui sont maintenant propres, et je vous l'accorde, au christianisme romain, qui est que, au-delà de cette laïcisation qui a provoqué ce reflux, le fait que le propre du christianisme romain est d'être une structure très centralisée, et à partir du moment où cette centralisation est très forte, la capacité adaptative de cette religion aux différentes sociétés qui en étaient empreintes a été d'autant affaiblie. C'est la raison pour laquelle, notamment, le christianisme en Amérique latine, l'Amérique latine c'est un des fiefs du christianisme romain, a eu à souffrir de cette hypercentralisation qui a empêché cet accommodement avec les dynamiques profondes de la société latino-américaine et a laissé le champ libre, effectivement, aux évangélistes. Le phénomène est particulièrement remarquable dans un pays comme le Brésil. Mais en même temps, il y a une présence du christianisme romain qui n'est pas négligeable. La voix forte du pape François sur un certain nombre de questions, comme par exemple la question migratoire, est à saluer.
C'est-à-dire que dans cet affadissement du discours politique, le fait que le chef de l'Église chrétienne romaine, l'Église catholique, vienne témoigner de l'urgente nécessité de se tourner vers la question migratoire et les populations migrantes, c'est un élément extrêmement positif. Transforme l'Église en une ONG finalement. C'est-à-dire qu'on oublie le dogme, on oublie le purgatoire, l'enfer, la résurrection, tout ce à quoi on ne croit plus. Ou le fait que 800 millions d'hindous, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de naître dans une culture catholique et de recevoir le baptême, iront directement en enfer après leur mort. Voilà ce que dit le dogme. Et finalement, le pape François préfère être une sorte d'abbé Pierre et transformer l'Église catholique en une institution morale et non en une institution religieuse. S'il est en mesure d'assurer ce virage et de faire de l'histoire chrétienne la base de la reconstruction de notre mondialisation, qui s'en plaindra parmi, en tous les cas, celles et ceux qui sont de bonne foi? On en vient à notre dernière question. La fin de l'énergie bon marché, la fin des énergies fossiles, le réchauffement climatique vont exercer une pression énorme sur la vie, y compris la vie quotidienne des habitants, de tout le monde, de tous les humains. Est-ce que vous pensez que la démocratie et même les États pourront survivre à cela? Certains parlent d'un futur effondrement civilisationnel, d'un retour à une féodalité avec des territoires qui seraient entièrement privatisés, tenus par des milices privées. Est-ce que vous pensez que non seulement les droits de l'homme, mais même l'État en tant que tel peut survivre à ce que nous prépare l'avenir? Écoutez, j'admire, et d'un certain point de vue, j'envie ceux qui s'affranchissent de la science parce que ça leur permet de dire gratuitement et sans risque des énormités. Effondrement civilisationnel. Quelle audace! Il y a eu celui de l'âge de bronze, ce ne serait pas la première fois. Oui, enfin, les sciences sociales nous ont depuis appris beaucoup de choses sur la complexité du fait social, en même temps sur sa résilience, sur sa capacité d'adaptation et sur l'extrême complexité de son actualisation à chaque moment de l'histoire. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est, et je vous l'accorde volontiers, qu'il y a un décalage entre l'enjeu écologique d'une façon générale et la rationalité politique telle que nous l'avons vécue dans la logique d'État. Pourquoi ? Eh bien parce que cette logique, cette rationalité politique telle qu'elle s'est stabilisée dans nos démocraties, je dirais, contemporaines, fait que les décisions se prennent en fonction de buts à court terme. C'est-à-dire, si vous voulez être élu, il faut que vous preniez des décisions qui apportent des satisfactions à court terme et qui viennent en quelque sorte étaler les coûts sur un très long terme, de manière à ce que, lorsque l'addition des coûts apparaîtra, vous ne soyez plus de ce monde et que vous ne risquiez pas la défaite électorale. Or, le problème écologique, c'est qu'il inverse l'ordre des facteurs, c'est-à-dire qu'il oblige à des coûts immédiats pour des gains lointains. Et c'est la raison pour laquelle l'acteur politique n'aime pas beaucoup se mouiller dans les affaires écologiques qui obligent les citoyens à se priver, à renchérir le prix de l'essence, à repenser les conditions même de la production, mais aussi les conditions même de la consommation, c'est-à-dire à faire mal aux électeurs, à faire mal à leurs habitudes, à faire mal à leur comportement consumériste. Tout cela pour des gains qu'ils ne verront pas lorsqu'ils seront encore de ce monde. C'est effectivement un choix politique totalement irrationnel pour celle ou celui des professionnels de la politique qui construit sa rationalité dans le très court terme. C'est la raison pour laquelle on est face à un énorme blocage. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous devons attendre de nos dirigeants, c'est qu'ils soient un peu moins des hommes ou des femmes politiques et un peu plus des femmes ou des hommes d'État. Monsieur Badi, merci. C'est moi qui vous remercie.